Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, rebonjour. À vous également, monsieur le témoin, bien entendu. Alors, sans plus attendre, je donne la parole à l'accusation afin qu'il puisse poursuivre son interrogatoire. Monsieur Garcia, vous avez la parole. Alors, monsieur le témoin, je veux simplement revenir sur cette question de votre... vous avez dit que vous faisiez du sport avec le FDS. Est-ce que vous avez fait une formation militaire quelconque, apprendre à faire des tirs, quoi que ce soit? Chez Mao, on a travaillé sur des armes. On a appris à démonter et à remonter. Chez le FDS, comme vous dites, on a couru, on a fait du jogging. À part ça, travailler sur armes avec le FDS, non. Sir, Your Honor, I'd like to confront the witness. Monsieur le Président, je souhaiterais montrer au témoin sa déclaration. Pour les fins du dossier CIV OTP 0085 1449, c'est à la page 1485. Et c'est les lignes 1230 à 1256. Evidence 1 or 2? I don't see it yet on evidence. Monsieur Garcia, il me semble qu'il s'agit du canal évidence 1. Ou alors évidence 2, je n'en sais rien. Alors, monsieur le témoin, on va juste lire, je vais vous lire ça à haute voix, et c'est durant votre entrevue avec les enquêteurs du bureau de l'accusation. Vous étiez en train de parler justement sur toute cette question de votre temps chez le colonel Yedes. Et je commence à la ligne 1230. Alors, c'est l'intervieweur, ouvre les guillemets. Le colonel Yedes a donné l'ordre au sergent Coulet de vous former, c'est ça. Votre réponse, voilà, de nous former. Donc ça, ils ont commencé à nous former. Plus loin dans la page, sur la même page, à la ligne 1252, intervieweur vous pose la question, c'était où le poste commandant où vous avez été formé?
vous répondez bon dans le camp militaire. OK. Et votre réponse, il y avait, c'était des cours qu'on suivait là-bas et des instructions sur le tir. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai lu cet extrait de votre transcrit, est-ce que vous êtes en mesure de nous confirmer si oui ou non vous avez suivi des cours de tir, comme vous l'avez dit? Franchement, on n'a pas suivi de coup de tir. Pourriez-vous nous expliquer à quoi vous faisiez référence alors? On a, bon, quand on revient du sport, bon, je sais pas, mais surtout travailler si, comment j'appelle ça, les instructions sur le tir. On n'a pas, je sais pas, euh, on n'a pas eu de, bon, si j'ai dit des cours, c'est, tu sais, il y a des militaires qui sont, au poste de commandement. Voilà, ceux-là. Parce qu'on a déjà appris un peu chez Mao. Donc, il nous arrive de travailler de les aider à travailler sur les armes. Eux nous apprenaient. Mais ce n'était pas un ordre direct du colonel. Tu vois, dans notre curiosité, nous, on essayait aussi d'amplifier au moins ce qu'on a appris chez Mao, comme sur les instructions de tir, tout ça. Sur nos postes de commandement, on a couru. Voilà, on a fait le jogging. Mais dis même qu'il y a un programme spécifique où, après le jogging, il y a, comment j'appelle ça, l'instruction sur le tir, tout ça. Non. Mais si je comprends bien, c'est bien le colonel Yedes qui a donné l'ordre au sergent Coulet de vous former, quand même. Bon, quand je parle de former, je parle de jogging. Voilà. Je veux savoir également quelque chose, Monsieur le témoin. Lorsque vous avez été transféré entre les mains de la FDS, est-ce que vos noms ont été enregistrés quelque part? Il y avait la liste des jeunes qui étaient au palais de justice. Voilà, je suis sûr que c'est sur cette liste-là que j'ai été enregistré. Alors, expliquez-nous, c'était quoi cette liste? Mais c'est la liste des jeunes qui sont venus d'Abidjan, comme moi, nous qui étions au palais de justice. Voilà, c'est cette liste-là. Parce qu'il fallait connaître le nombre. Donc, il y avait forcément une liste. Donc, c'est sur cette liste-là que j'ai été enregistré. Et je veux simplement comprendre, est-ce que c'est le colonel Yedes qui devait vous enregistrer sur une liste, sur cette liste? Comment ça fonctionnait? Quand les premiers qui étaient déjà au palais de justice, ils avaient une liste. Voilà, il se pourrait que cette liste-là était dans la main du colonel. Parce que quand on est arrivé, le Mao a donné un mot où il a dit prière de nous joindre sur la liste. Donc peut-être que c'est cette liste-là dont il a parlé. Voilà, la liste des jeunes qui sont, comment j'appelle ça, au palais de justice. Voilà. Et à quoi devait servir cette liste? Ben, c'était pour connaître notre nombre. C'est tout. Et là, vous dites que Mao a donné un mot. C'est un mot de Mao Gloffier à qui? Et au colonel. Parce qu'on était en face du poste de commandement. Donc il fallait au moins que notre liste soit.
Et juste pour les fins du dossier, quand vous parlez du colonel, c'est évidemment le colonel Yedes, si je comprends bien. Ouais. Ouais. Pendant que le temps que vous étiez là, que vous avez passé à Guiglo, est-ce que vous avez participé dans des combats? Non. Je n'ai participé à aucun combat. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Je crois que vous nous avez dit que vous êtes arrivé en mars. Oui. Pouvez-vous nous dire en quel moment vous êtes parti encore? Parti où? Quand vous êtes retourné à Abidjan? Ouais, je suis retourné en 2006. Simplement pour que ce soit clair, vous êtes arrivé au mois de mars 2003. En 2003, est-ce que vous êtes retourné par la suite à Abidjan? Oui, nous sommes retournés à Abidjan. Je crois dans le mois de septembre, quelque chose comme ça. Alors, pour les fins du dossier, septembre 2003, si je comprends bien. Voilà. Alors, durant toute cette période de temps que vous êtes là, vous avez fait quoi au juste? On était là. On a couru un moment et après on était là. Aviez-vous des armes? Non, on n'en avait pas. C'est les FDS qui avaient les armes. Sinon, nous, on n'en avait pas. Et juste une précision, du moment que vous tombez avec le FDS, que vous êtes allé voir le FDS, vous restiez là-bas au poste de commandement, vous étiez sur les ordres ou sous la tutelle de qui au juste? Monsieur le Président. Qu'il était au poste de commandement. Le juge président, Maître Bougnon, allez-y. Complexe que devait être reformulé parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Poste de commandement transféré avec le FDS. Je ne crois pas que le témoin ait dit ces choses-là. Your Honor, I can... Monsieur Garcia, je vais simplifier. Le juge président, très bien. Bon, la question de savoir sous le commandement de qui vous étiez placé est une question relativement simple. On était sous les ordres du général Mao. Mais ce que je veux savoir également, encore plus précis, mais si vous alliez à combattre, qui devait vous donner les ordres pour aller au front? Si j'étais allé combattre... Objection. Non, c'est bon. Le juge président, oui. Bien évidemment. Il s'agit d'une question hypothétique. Il a dit qu'il n'était pas parti au combat. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, la question était de savoir qui aurait pu donner cet ordre, le juge président. Mais cela ne s'est pas produit d'après les propos du témoin. Sous les ordres de qui étiez-vous? Il a répondu à la question. Il me semble que cela est suffisant. Alors, monsieur le témoin, je veux simplement vous ramener à votre déclaration encore une fois. It's a confrontation, Your Honor. Monsieur le Président, je souhaite confronter le témoin à sa déclaration dans la transcription CIV OTP 0085 1590, page 1597, ligne 220 à 222. Alors, monsieur le témoin, on va faire le même exercice qu'il y a quelques instants. Je vais vous ramener à votre transcrit, votre déclaration que vous avez donnée aux enquêteurs de l'accusation sur ce même point. Alors, je vais reprendre un peu plus tôt dans la question, paragraphe 215. Vous avez dit qu'il y avait certains éléments qui ont pu participer au combat. Votre réponse, oui.
avec les Libériens. Votre réponse, les Libériens, mais moi, je suis venu au combat. Les Libériens, là, c'est qui? Tu vois, lui, mais lui peut me dire, va au front. C'est le colonel Yedes, parce que Maro m'a confié au colonel Yedes. Et je continue, ligne 223, ligne 224, votre affirmation. Donc, si je dois aller au front, c'est sous les ordres du colonel Yedes. Monsieur le Président. Mr. Bougnon. Le juge président, Maître Bougnon. Get into substance. Monsieur Garcia, si nous parlons de questions de fond, je préférerais que cela soit fait en l'absence du témoin, mais je m'en remets pour cela au Conseil de la Défense. C'est d'abord sur la forme parce qu'on a parlé de confrontation. Ici, ce n'est pas une confrontation, puisque la réponse que le témoin a donnée n'est en d'aucune façon contraire avec ce qui a été lu par l'accusation. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que le témoin est là, mais ce n'est pas une confrontation parce que, effectivement, le témoin dit encore la même chose que la question qui a été posée. Je peux revenir à la question qui a été posée, à la réponse qui a été donnée par le témoin. There is no confrontation. Le juge président, il n'y a en effet aucune confrontation en l'espèce. Et il s'agissait d'une question hypothétique portant sur une réponse donnée par le témoin. Et il a dit ne pas y être allé. Et dans cette déclaration, vous le confrontez de nouveau à cette question hypothétique qui a été rejetée. Monsieur Garcia, si vous le permettez, il y avait également une question qui précédait et qui était plus précise, à savoir sous les ordres de qui il était à cette époque. Et donc, je souhaite confronter le témoin à cette question parce qu'on pourrait déduire de sa réponse quelques autres informations et cela pourrait être utile à la Chambre. Le juge président, il a répondu, il a dit sous les ordres de qui il était placé. Et ensuite, vous avez posé une question hypothétique en disant qui aurait pu vous ordonner ceci ou cela, qu'il n'a pas fait. Monsieur Garcia, j'ai posé cette question afin de bien préciser les choses quant au type d'ordre dont je souhaitais parler. Et maintenant, je souhaite le confronter avec la question de savoir sous les ordres de qui il était à l'époque. Et à l'époque, il a donné une réponse au bureau du procureur qui pourrait nous amener à penser autre chose. C'est la raison pour laquelle je souhaite poser des questions à ce sujet. Le juge président, dans un souci de clarté, monsieur le témoin, pourriez-vous nous dire sous les ordres de qui vous étiez à ce moment-là? De Mao Glofiei Denis. Okay. I can ask if I... Monsieur Garcia, si je peux tirer cela au clair, Monsieur le Président, je souhaiterais le faire, car la question est plus compliquée que cela. Sous les ordres de qui, c'est une question générale. Et c'est pour ça que j'ai demandé, si on vous demandait d'aller au front, qui aurait pu donner cet ordre, afin de tirer au clair, et cela permettrait de démontrer sous les ordres de qui il était réellement placé. Le juge président, pas qui ordonnerait, mais qui ordonnait. Il s'agit d'un témoin. Il est ici pour répondre de manière factuelle et non pas à des conjectures. Monsieur Garcia, je pourrais demander qui avait l'autorité d'ordonner aux témoins ou aux personnes des FLG. Le juge président, quelle était la relation hiérarchique que vous aviez avec le colonel Yedes, monsieur le témoin? Je n'avais pas... J'étais sous les ordres de Mao Glofiei Denis. Hiérarchie, je ne sais pas, mais moi j'étais sous les ordres du général Mao Glofiei Denis. Alors, je ne sais pas ce que je vais répondre encore, franchement. Okay. Le juge président, dernière question à ce sujet. Le colonel Yedes vous a-t-il jamais donné des ordres? Est-ce que vous avez eu affaire au colonel Yedes à quelque moment que ce soit? Qu'un ordre du colonel Yedes. OK. Le juge président.
Très bien. Monsieur Garcia, veuillez continuer. Alors, je comprends, Monsieur le témoin, que vous êtes reparti pour Abidjan en 2003 également. Qui vous a donné la permission pour retourner à Abidjan? La permission, on a forcé Mao à nous ramener à Abidjan. Donc c'est lui qui a donné la permission qu'on retourne à Abidjan. Pourquoi? Ben parce que moi, je remarquais que tout s'était calmé et que je ne voyais pas trop ce que nous devions faire là. Parce que d'abord, même on était là, on ne faisait rien. Donc si tout est calme, on doit chercher à rentrer à Abidjan. Vous avez utilisé l'expression que vous avez forcé Mao. Pourquoi vous aviez à forcer? Parce qu'on s'ennuyait. On était là, on ne faisait rien. Donc il fallait rentrer sur Abidjan. S'il le témoin, est-ce que le nom de Oulé Delafosse vous dit quelque chose? Oui, son nom me dit quelque chose. Pourriez-vous nous dire de qui s'agit-il? Oulaye Delafosse, c'est un militaire. À cette époque, alors que vous étiez à Guiglo, est-ce que vous avez eu à voir, ou est-ce que vous avez vu M. Oulaye Delafosse? Oui, quand j'étais à Guiglo, je l'ai vu. Dans quelles circonstances? Il était venu déposer ce sac de riz au palais de la justice. Au moins une tonne. Et on en a pris aussi. Donc, il s'est fâché. Voilà. Il a demandé que, comme on a pris son sac, ce sac de riz, donc, il était fâché, quoi. C'est par là que j'ai demandé, mais lui, c'est qui? Puis les gars m'ont dit, non, c'est Oulaye Delafosse. Voilà, c'est là que je l'ai connu. À l'époque, est-ce que vous savez quel rang il avait? Non. Non, je ne savais pas quel rang il avait. Alors, simplement pour que ce soit clair, M. Delafosse était un militaire. Il appartenait à qui? À quelle unité ou à quelle section? Oulaye Delafosse était militaire. Voilà. Fantassin ou bien un gars du bâtiment blindé ou bien quoi, je ne sais pas. Mais ce que c'était un militaire. On parle du FDS, c'est ça? Voilà. D'après vos connaissances, est-ce que M. Delafosse avait d'autres responsabilités ou d'autres fonctions alors qu'il était à Guiglo? Non, je ne sais pas.
d'après vos connaissances, est-ce qu'il est allé au combat? Oui, il est allé au combat. Avec qui? Il était allé avec des militaires. Lorsque vous parlez de militaires, on parle de militaires du FDS? Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Ah, il devait avoir quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas, c'est avec qui. Alors, quand vous dites que vous ne savez pas, vous ne vous rappelez plus ou... Voilà, je ne me rappelle plus, c'est ça. Alors, j'aimerais rafraîchir la mémoire du témoin. 0085 15 90, c'est le nom du transcrit. Excuse me. Le juge président, veuillez m'excuser. Maître Altit, allez-y. Pourrait-on savoir comment le témoin a appris tout cela, puisqu'il nous a dit n'avoir jamais combattu? Il nous dit que M. Delafosse est allé au combat. Comment le sait-il? Est-ce que c'est par ouï-dire? Est-ce qui le lui a dit? Etc., etc. Et seulement après, en fonction du degré de plausibilité de ce qu'il aura dit, de la manière dont il aura répondu, pourra-t-on peut-être lui poser des questions, lui poser plus de questions, plus détaillées, sur ce qu'il a pu faire, avec qui il est allé, quand et comment. Il faut garder un certain ordre logique, me semble-t-il, Monsieur le Président. Your Honor, I believe the witness will be able to answer. Monsieur Garcia, je laisserai à mon témoin répondre aux questions. Le juge président, c'est la première fois qu'on entend parler de combat, alors que lui-même n'avait pas participé à des combats. Donc, si c'est sur la piste des combats que nous voulons venir, eh bien, ça serait quand même quelque chose de très important, s'il y a effectivement eu des combats. Juge président, comment savez-vous qu'il y avait des combats pendant la période dans laquelle vous vous trouviez à Guiglo, en 2003? Concernant Delafosse, No, in general. Juge président, non, en général, est-ce qu'il y avait des combats qui avaient lieu à ce moment-là? nous, on était au palais, mais de temps à autre, il y a des militaires qui venaient, qui nous informaient sur les combats côté des Bloliquins, un peu vers Bloliquin là-bas. Voilà. Ils nous informaient, ils nous disaient que ils sont allés à un tel combat. Donc nous, ça rentrait dans nos oreilles, c'est ce que nous, on écoutait, c'est tout. And how do you know that? Juge président, et comment saviez-vous que Oulaye Delafosse participait à ces combats? Delafosse, j'ai vu dans une vidéo une fois, où il était avec des éléments, puis il y a des reporters qui l'interviewaient sur le terrain. Voilà, c'est là que j'ai vu qu'il était allé sur le front. Voilà. Mr. Garcia. Juge président, Monsieur Garcia. Alors, Monsieur le témoin, je veux simplement revenir sur ce que vous avez dit aux enquêteurs pour clarifier certaines choses. Et je fais référence à la page 1596 du transcrit 0085 1590. Et je fais référence aux lignes 186 à 189. Votre réponse à une question des enquêteurs à la ligne 187. Et j'ai demandé, mais lui, c'est lui. Non, c'est Oulaye Delafosse. C'est lui qui s'occupe du groupe des Limas. Tout ça, là. Donc, c'est là que moi, je l'ai connu.
Ça, c'était le jour où il était venu se plaindre quand on a pris ses sacs de riz. Voilà. Il s'est plaint. Donc, moi, j'ai demandé, je dis, mais lui, c'est qui? Donc, c'est un ami qui m'a dit, ah, c'est Oulaye de la Fosse. Voilà, il combat et puis il s'occupe aussi des Lima. Alors, simplement que ce soit clair, quand vous parlez de Lima, c'est quoi? Bon, Lima, c'est des Libériens. Alors, c'était des Libériens. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Libériens, ils combattaient aussi avec les FDS. Alors, quand vous dites qu'ils s'occupaient du groupe de Lima, qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Qu'est-ce que vous voulez dire par s'occuper? Monsieur le Président. Maître Altit. Juge président, maître Altit. Sauf erreur. La scène se passe de cette manière, et le témoin vient d'ailleurs de le rappeler de manière assez claire. Il voit arriver quelqu'un qui est fâché parce qu'on a pris des sacs de riz, le dénommé Oulaye de la Fosse. Il ne sait pas qui est cette personne. Il demande à quelqu'un qui se trouve avec lui, qui se trouve à côté de lui, qui est la personne. On lui répond Oulaye de la Fosse. Et on précise quelque chose à propos de Lima. À aucun moment, c'est le témoin qui dit ça. La manière dont les choses sont présentées ici, on inverse les choses comme si le témoin avait une réserve de connaissances sur tel ou tel point, par exemple Lima, et on veut lui poser des questions sur cette réserve de connaissances. Mais ce n'est pas lui qui dit ça. Lui n'est que l'écho de ce que quelqu'un lui a dit à ce moment-là. Donc on ne peut pas lui poser ce type de questions, parce que c'est trahir l'esprit de ce qu'il a dit et la lettre de ce qu'il a dit. Your Honor, that's sense. Maître Garcia, Monsieur le Président, il s'agit là de plaider sur le fond du témoignage du témoin, mais cela ne doit pas se faire à ce stade, sauf s'il y a une objection à cette question. En fait, c'est le Conseil de la Défense qui est en train de placer des arguments. Juge président, non. Maître Altit. Pas lui être demandé. C'était quoi? Oui, quand vous dites que c'est le témoin qui a dit ça, vous ne pouvez pas lui demander « Avez-vous dit ça ?» Vous ne pouvez pas dire « C'est le témoin qui a dit ça ». C'est quelqu'un d'autre qui a dit cela. Voilà l'objection. No, Juge président, d'après ce que j'ai compris, le témoin est réticent à dire un certain nombre de choses et l'accusation le confronte à ce qu'il a dit dans sa déclaration. Et c'est ainsi, je crois, que cela devrait se passer. Il ne dit pas des choses que quelqu'un d'autre a dit, mais il rappelle ce que le témoin avait dit dans sa déclaration. Est-ce bien cela? Monsieur Garcia, oui, c'est cela. Le juge président, bon, d'autre part, ils disent que non, parce que moi j'ai le témoignage ici. Monsieur Garcia, je parlais de ce que le témoin avait dit aux enquêteurs pendant son entretien. Juge président, oui, d'accord, mais c'est toujours pas clair, parce que ça se passe déjà depuis plus d'1 an et demi. Nous ne savons pas, nous n'avons pas de questions directes et claires, et ensuite des confrontations directes et claires pour rappeler la mémoire. C'est un peu confus tout cela, et c'est pour cela que j'ai fait cette intervention, à savoir que on est plutôt en train de deviner que d'être face à une certitude. Et je voudrais que l'on pose une question claire au témoin. S'il ne répond pas en fonction de ce que vous pensez être ce qu'il a dit auparavant, eh bien oui, là, il y a confrontation. Mais on n'essaye pas d'extraire des choses que peut-être le témoin ne veut pas dire. Donc, on confronte le témoin avec sa déclaration, on rafraîchit sa mémoire. Et c'est pour cela que j'ai demandé au témoin de répondre en toute sincérité aux questions, mais s'il ne se souvient pas des faits, qu'il dise qu'il ne s'en souvient pas, sinon...
Sinon, là, il y aura confrontation et ça n'a plus rien à voir avec cela. Maître Altit. Sur la même page, je vais lire en quelques secondes ce qu'a dit le témoin au représentant du bureau du procureur dans sa déclaration. Parlant d'Oulaye de la Fosse, ah oui, alors la référence, ce sont les lignes 183 à 189. C'est là l'extrait qui a été lu par le représentant de l'accusation tout à l'heure. Donc je cite ce qu'a dit la personne, en l'occurrence le témoin, au représentant du bureau du procureur. Je cite. Très bien, Monsieur le Président. Je cite. Juge président, lisez lentement, s'il vous plaît. Ligne 183 pour les interprètes. Alors, parlant de Oulaye de la Fosse, entre guillemets, donc il nous a accusés. Il a dit qu'à partir de maintenant, qu'on ne nous servait plus au poste, et là, à partir de maintenant, on ne nous sert plus au poste de commandement, quoi. Parce qu'on a volé son riz, tout ça. Fin de citation. Il est clair qu'il parle de Oulaye de la Fosse. Ensuite, il dit, je reprends la citation, et là, j'ai demandé, c'est donc le témoin qui pose la question, mais lui, c'est qui? Donc il interroge ceux qui sont autour de lui pour savoir qui est cette personne qui vient de leur dire « on ne vous servira plus de riz parce que vous avez volé mon riz ». Je reprends la citation. Avant la citation, on lui répond, et là je reprends la citation, « Non, c'est cet Oulaye de la Fosse, c'est lui qui, quelquefois, c'est lui qui s'occupe du groupe des Lima, tout ça là. Donc c'est là que moi, je l'ai connu. » Fin de citation. Donc c'est tout à fait clair, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est aucune raison d'ergoter, d'essayer de faire dire au témoin ce qu'il n'a pas dit. Ce n'est pas lui qui parle des Lima, c'est les personnes à qui il s'adresse en demandant qui est Oulaye de la Fosse, qui est très fâché parce qu'on a pris son riz. La réponse de la personne qui est à côté de lui, c'est lui qui s'occupe du groupe des Lima. Voilà. Donc on ne peut pas, je veux dire, les choses sont claires, il me semble peut-être que tout à l'heure il y a eu un problème de traduction, mais comment poser la question au témoin comme si c'était lui qui avait dit ça? C'est pas possible. C'était là le fondement de mon objection, Monsieur le Président. J'espère que les choses sont plus claires maintenant. Absolutely yes. Juge président, tout à fait. J'ai également cela devant moi. Monsieur Garcia. Monsieur MacDonald, si vous me permettez de reprendre les choses maintenant, oui, effectivement, c'est ça le problème, parce que c'est quelque chose qui a été dit au témoin par quelqu'un d'autre, et c'est pour cela que nous souhaitons le confronter avec sa déclaration. Juge président, très bien. Monsieur MacDonald, nous poursuivons. Juge président, bien. Monsieur Garcia. Alors, Monsieur le témoin, vous avez parlé des Libériens qui étaient également présents. Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quel était leur nombre approximatif? Bon, il pouvait valoir au moins une cinquantaine. Est-ce qu'ils étaient armés? Oui, ils étaient armés. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Pardon d'intervenir, mais je n'ai pas le choix. De Libériens qui étaient présents, telle est la question, mais qui étaient présents où? C'est que la question soit bien posée, que le témoin puisse répondre et qu'on sache à quoi s'en tenir. Est-ce qu'ils étaient présents là où se trouvait le témoin? Est-ce qu'il les avait vus ailleurs? Quand? Où? Qu'on pose des questions précises, parce que sinon ce n'est plus un témoin. Your Honors. Monsieur MacDonald, Monsieur le juge président, il a été dit très clairement au début de cette déposition
et nous sommes toujours dans la même situation. Nous sommes à Guiglo, juge-président. Donc nous sommes donc à Guiglo, de la période qui va de mars à septembre. Eh bien, combien y avait-il de Libériens à Guiglo à cette période-là? C'est la question qui vous est posée, monsieur le témoin. They do. Et que faisait-il là-bas? Il combattait avec Mao, avec les éléments de Mao. C'est ce qu'il faisait à Guiglo. And when Juge-président, et vous avez dit qu'il y en avait au moins 50. Vous voulez dire qu'à ce moment-là, c'était 50 Libériens qui combattaient à Guiglo à cette période-là? C'est ceux qui venaient chez Mao. J'ai dit 50, peut-être même qu'ils valent moins que ça. Parce que ceux qui venaient chez Mao, ils venaient là, prenaient le temps et puis là, ils retournaient. Donc, peut-être même qu'ils pouvaient valoir 40, 30, que je suis. Okay. Mr. Garcia? Juste président, très bien. Monsieur Garcia, je voudrais simplement vous dire que nous venons de dépasser la durée qui vous était impartie et nous n'en sommes encore qu'à 2003. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, nous allons aller plus vite. Vous êtes en mesure de nous donner les noms de ces Libériens, de certains que vous connaissiez? J'ai vu Bebo. On m'a parlé de Bob Marley. Et puis en 2006, au temps du désarmement, j'ai vu un qui s'appelait Tarzan. Alors, ces personnes-là que vous avez mentionnées, Bebo, est-ce que vous savez quel était son rang parmi les Libériens? Il devait être responsable. Mais son rang, je ne sais pas. Vous avez également mentionné Tarzan, Bob Marley. Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient au juste comme fonction, eux? J'étais le responsable, je devais avoir d'autres. Mais j'étais le responsable. Savez-vous, monsieur le témoin, si ces Libériens venaient rendre compte à qui que ce soit? Ils venaient rendre compte à Mao. Si je dis compte, c'est que s'ils venaient chez Mao, donc ils se mettent de côté, ils causent, je ne sais pas de quoi ils parlent, mais s'il y a compte à rendre, peut-être que c'est à Mao ils rendaient. Sinon, ils venaient chez Mao, c'est que je suis. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qui s'occupait de ces Libériens? Je crois que c'est Mao. C'est Mao qui s'occupait d'eux. Est-ce que vous savez, monsieur le témoin, si à cette époque, les Libériens également venaient voir le FDS?
Certains venaient au poste. Ils venaient là. Mais je ne sais pas pourquoi ils étaient là, quoi. Mais est-ce que tu pouvais venir là une fois, puis retourner? Quand vous dites au poste, c'est quel poste au juste? Au poste de commandement de Guiglo. Simplement que ce soit clair au dossier également, c'est le poste de commandement, c'est l'endroit où étaient situés les FDS? Oui. Là, vous avez dit il pouvait venir là une fois et puis retourner. Est-ce que vous avez constaté ça vous-même? Oui, une à deux fois. Ils venaient là, ils viennent dans un véhicule, ils sont au moins 3, 4. Ils viennent et puis ils retournent. Qui ou juste des Libériens, est-ce que vous savez leur nom? Des Libériens, est-ce que je suis? Je ne connais pas leur nom, pas ceux dont j'ai parlé là. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qui ils venaient voir? Non, je ne suis pas à mesure. Parce que je ne suis pas avec eux quand ils rentrent là-bas. Donc, je ne sais pas franchement qui ils viennent voir. Alors, Monsieur le témoin, vous êtes parti, vous avez quitté Guiglo. Et lorsque vous avez quitté Guiglo, vous êtes allé où en 2003? Je suis venu et quand on a quitté Guiglo, on nous a déposé d'abord au premier bataillon. On a fait quelques jours et puis on nous a demandé de rentrer à la maison. Alors, quand vous dites le premier bataillon, c'est lequel? Est-ce que vous Le pouvez nous premier dire? bataillon d'infanterie d'Akwedo. Et qui était le commandant? C'était le colonel Timoko Auguste. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? C'était lui qui était le commandant du premier bataillon. Est-ce que le nom de Bombay vous dit quelque chose? Bombay Denis, oui, son nom me dit quelque chose. C'était qui? C'était un officier supérieur des armées. Il était situé où? Je ne comprends pas. Alors vous dites Bombay, mais il se trouvait où? Où est-ce qu'il était positionné? Bombay, il nous a trouvés au premier bataillon d'infanterie d'Akwedo. Où il était situé, moi je ne sais pas. Alors quand vous dites il nous a retrouvés, vous étiez combien? Quand on est venu, le colonel a demandé qu'on essaie de connaître notre nombre. Donc à ce moment-là, on était 678. Alors, juste pour que ce soit clair, est-ce qu'il s'agit de 678 personnes? C'est les personnes qui sont venues avec vous de Guiglo? Oui, oui. Est-ce que c'était des membres du FLGO? Oui, c'était des membres du FLGO. Alors, qu'est-ce que M. Bombay, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit de rentrer à la maison, qu'il y a un processus qui va être décidé pour nous. Au départ, on n'a pas compris, mais vers la fin, j'ai su que ce processus, c'était le désarmement. Voilà, c'était pour nous dire que rentrer à la maison, que peut-être qu'au désarmement, ils vont s'occuper de vous, c'est tout. C'est comme ça qu'il nous a demandé de retourner. Est-ce que vous êtes retourné à la maison? Non, je ne suis pas retourné à la maison parce que je n'avais pas de maison. Voilà. Parce qu'avant de partir, j'ai loué une maison. Donc, quand je suis revenu, pour peut-être ne pas m'attendre. Donc, c'est mon ami Aubin qui m'a gardé chez lui. Et après, on est retourné sur le chantier de Laurier pour chercher à travailler. Là, on était des aides-maçons.
travailler comme on appelle là, sur un chantier. Travailler avec des maçons, des menuisiers. Parce que si on était aide-maçon là-bas. Alors, par la suite, est-ce que vous avez fait, en 2003, est-ce que vous êtes allé à la cathédrale Saint-Paul? Oui. Pourquoi? Bon, on ne comprenait rien à notre situation parce que on s'est tenu à ce que JC nous avait dit. Il dit, ah les gars, si vous allez, si ça va, on va vous mettre dans l'armée. Donc maintenant, on s'est dit quoi, de toute façon, ils nous ont envoyé à Abidjan. Peut-être qu'ils peuvent penser à ça. Ou bien ce que le général a dit, ce que Bombay a dit brièvement pour dire qu'il y a une structure qui va s'occuper de vous. Donc, on voulait arriver à la cathédrale, essayer de faire une grève de faim pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à la cathédrale. Êtes-vous en mesure de nous dire, de nous situer dans le temps quand ou juste ça s'est produit, cela? Non, je ne me souviens plus, mais c'était dans 2003, là, mais je ne me souviens plus, franchement. Alors, vous étiez combien dans cette cathédrale, approximativement? On était nombreux. Quelles étaient vos demandes? Vous avez dit que vous faisiez une grève de la faim. Pour quelle raison? Oui, mais pour chercher à croiser le président, pour lui expliquer notre problème. Et avez-vous pu lui parler de vos problèmes? Oui, on lui a parlé de notre problème. Juste pour que ce soit au clair au dossier, quand vous parlez du président, vous parlez de qui? Le président Laurent Gbagbo. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Expliquez-nous. Comment vous l'avez rencontré? Bon, il y a on était à la cathédrale, puis il y a le général Bombay qui est venu. Ah. Il est venu pour nous demander de rentrer à la maison. Et qu'il avait une somme pour nous, tu vois, un peu d'argent pour qu'on puisse entrer en famille avec. Donc nous, on a refusé. On lui a dit que notre souci, ce n'est pas l'argent. Nous, on veut retourner sur le front parce qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir là-bas. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Qu'ils trouvent les moyens pour nous envoyer sur le front. Donc il est parti. Et je suis sûr qu'il a dit au président qu'il y a des jeunes qui sont à la cathédrale, qu'il faut qu'ils viennent les voir peut-être. Donc le président est arrivé. Alors, simplement pour préciser, M. Bombay, est-ce qu'il est venu tout seul ou avec quelqu'un d'autre? M. Bombay, ce jour-là, était venu avec les choses de la fosse. Si je me souviens bien, il était venu avec de la fosse. Combien est-ce qu'il vous offrait? Bon, avec notre nom, il nous avait remis 10 millions. On puisse partager, que chacun puisse entrer en famille et puis attendre. Mais nous, on a refusé. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il est retourné. On n'a pas accepté l'argent et puis il est parti. 1 heure, 2 heures après, et puis le président est arrivé. Encore une fois, pour le dossier, quand vous dites le président, vous
parlez de qui? Président Laurent Gbagbo. Est-ce que le président Laurent Gbagbo était accompagné de qui que ce soit quand il est venu? Il était avec des gens. Personne? Pardon? Qui était avec lui? Il était avec au moins une délégation de au moins 5-6 personnes comme ça. Oui, mais les noms de ces personnes. Qui était avec le président? Il y avait M. Cadet Bertin. Qui d'autre? Et le ministre Charles Blé Goudé. Et Charles Blé Goudé, normalement, lui-même, moi, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais mes amis m'ont dit. Mais je sais que s'ils l'ont dit, c'est qu'il était là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au juste, le président? Bon, quand il est arrivé, il a demandé au curé comment on se gère, quoi, comment ça va. Et le curé lui a expliqué un peu comment on est entré, tout ça. Voilà. Donc, le président nous a salués. Et il nous a dit, on vous a dit que je vous ai donné 10 millions. Prenez et rentrez à la maison. La Côte d'Ivoire ne vous oubliera pas. Mais donnez-moi le temps. Donnez-moi au moins 10 jours pour que je puisse m'occuper à l'ouest, pour que je puisse m'occuper des autorités, pour que je puisse placer l'administration à l'ouest. C'est comme ça. On a eu un porte-parole qui a dit au président, ah, franchement, on comprend ce que vous dites, mais nous, on voulait retourner à l'ouest. Que le curé s'est occupé de nous. Donc, nous, on préfère que vous remettiez l'argent au curé. Parce que c'est lui qui nous a payé du pain, c'est lui qui a tout fait. Donc, les 10 millions, remettez au curé. Comment j'appelle ça? Nous, on veut retourner sur le front parce que des gens sont en train de mourir là-bas. Il a dit, je vous comprends, mais est-ce qu'on peut refuser ce qu'un père donne, ce qu'un chef donne à ses enfants? Est-ce qu'on peut refuser? Non, on lui a dit non. Et donc, prenez l'argent, rentrez en famille. Parce que quand vous êtes à la cathédrale, c'est comme si vous êtes fâché avec moi. Est-ce que vous êtes fâché avec moi? Nous lui avons répondu que nous ne sommes pas fâchés avec lui. Donc il dit, rentrez en famille. Partout où vous êtes, restez. Donnez-moi 10 jours pour que je puisse m'occuper de l'administration à l'ouest, tout ça. Donc c'est comme ça. Quand il a fini de parler, on a un autre porte-parole qui a un peu parlé aussi, tout ça, concernant les accords qui sont en train de se faire, et puis les accords, on ne comprend pas, ça tourne. Que c'est mieux que nous, on retourne à l'ouest. Je lui ai dit, je vous comprends, mais rentrez en famille. Rentrez en famille, donnez-moi 10 jours. Moi, je vais m'occuper de l'administration à l'ouest. Je vais essayer de placer l'administration à l'ouest. Comme ça, on a compris. Il a dit que Cadet Bertin allait rester avec nous. Puis on est parti. Et puis il est parti. Cadet Bertin est resté. Nous, on a fait une liste là qu'on a remis à on a fait une liste qu'on a remise à Cadet Bertin.
M. Kadé Bertin, puis lui aussi, il est parti. Donc, on a pris l'argent, on a partagé entre nous. Puis on est entré en famille. On est entré où on devait, d'autres sont entrés en famille, nous on est retournés sur le chantier. Alors, vous avez parlé d'une liste que vous avez remis à M. Cadet Bertin. De quelle liste s'agissait-il? C'est la liste des 678 personnes que nous étions. Voilà, c'est cette liste-là qu'on a remis à Cadet Bertin. À quoi devait-elle servir? Mais cette liste, parce que nous, on ne peut pas entrer dans l'armée, donc c'est forcé que le processus de désarmement, peut-être que c'est ce qui va nous arranger. Donc peut-être que c'est pour ça que la liste a été demandée. Voilà. Donc nous, on a fait la liste, puis on a remis. Cette même journée ou une autre? Non, il y avait déjà, en venant, on avait déjà une liste. Voilà. Et donc j'ai demandé à mes amis qu'on remette cette liste-là à Cadet Bertin, à M. Cadet Bertin. C'est ce qu'ils ont fait. Simplement pour que ce soit clair également, les 678, si je comprends bien, est-ce que c'est des membres du FLGO? Oui. Et également, pour que ce soit clair au dossier, vous avez été témoin de tout ça, de tout ce que vous venez juste de nous raconter. Vous avez vu tout ça? Et à la cathédrale, là, Oui, à la cathédrale. c'est moi qui ai dit à mes amis, au lieu qu'on fasse une liste, la liste qu'on est venu de Guiglo avec là, remettons ça à M. Cadet Bertin. Et cette grève de la faim, est-ce qu'elle a continué par la suite? Non, on est rentré à la maison. Est-ce que le nom de Paul Nonzi vous dit quelque chose? Oui, Paul Nonzi. Qui est cette personne? Paul Nonzi même, c'est un des responsables du FLGO. Responsable du FLGO où? Une région particulière? Non, du FLGO. Peut-être après Mao, c'était lui. Afin qu'on puisse bien comprendre, quelles étaient ses fonctions à lui, à Paul Nonzi? Au FLGO. Paul Nonzi était à Abidjan ici. Ouais. Je crois que c'est par son biais que les premiers sont partis. Les premiers éléments sont partis à Guiglo. Voilà. Vous dites que c'est par son biais que les premiers éléments sont partis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage? Je crois que c'est lui qui a recruté les premiers éléments pour qu'ils partent à Guiglo. Comment vous l'avez su? Mes amis m'ont dit là-bas. Après cette grève de la faim, est-ce que vous êtes retourné à un moment donné à la cathédrale? Oui. Combien de temps après? Et beaucoup de mois après. Pour quelle raison? On était sur le chantier de Laurier. Donc, il y a eu un problème entre un employé de Laurier et puis un de mes amis.
Donc, on en est venu jusqu'aux mains, quoi. Parce que le gars, il est venu nous trouver un jour dans une des maisons de Laurier. On était en train de braiser du maïs. Il est venu, il a commencé à se plaindre. Il nous dit, on ne sait pas d'où nous on vient. On prend les maisons, on salit tout ça. Donc, le gars lui a dit, ah, excuse-nous, c'est parce qu'il pleut, parce qu'il pleuvait ce jour-là. C'est parce qu'il pleut qu'on est en train de braiser nos maïs dans la maison. Non, lui n'en a rien à foutre que nous on vient d'où et puis on vient remplir les maisons, tout ça. Donc mon petit lui a dit, ah, ici c'est moi qui dors. Parce que dans le chantier, même il y a des aides-maçons aussi qui squattent les maisons aussi comme ça. Donc ici là, c'est moi qui dors. Donc s'il te plaît, il faut sortir. Donc en voulant le faire sortir, il avait un trousseau de clés en main. Quand il a porté la main au jeune, ça lui a ouvert la carte sourcilière. Donc il y a une bagarre qui est venue là. Ma question était plutôt pourquoi vous êtes retourné, pour quelle raison vous êtes retourné à la cathédrale? Voilà, on était retourné parce que le président nous avait dit 10 jours. Donc on était allé voir si on pouvait nous donner d'autres explications par rapport aux 10 jours, par rapport à notre situation. Voilà. Est-ce que quelque chose est arrivé dans ces 10 jours qu'on vous a donnés, que le président vous a donnés? Quelque chose, je ne comprends pas. Est-ce qu'il s'est produit un changement dans votre situation ou quoi que ce soit? Non. Et lorsque vous êtes retourné à la cathédrale, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on a prévu faire une grève de faim. Il y a des éléments de la CRS qui nous ont demandé de libérer les lieux. Vous étiez là avec qui? Avec qui? Étiez-vous seul ou est-ce que vous étiez accompagné avec d'autres personnes cette deuxième fois? Bon, quand on est arrivé, il y avait d'autres personnes qui étaient là, mais pas des combattants, c'était des dockers. Ils étaient là, d'autres ils étaient en grève aussi, des dockers, puis d'autres personnes. Ouais. Vous avez également mentionné au tout début de votre témoignage le nom d'Alphonse Douati comme étant un des cadres. Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous avez rencontré cette personne-là? Oui. On l'a vu. On l'a rencontré chez lui avec Paul Nonzi. Et on l'a aussi rencontré, comment j'appelle ça, à son bureau au plateau. Ça, c'était avant d'aller faire la première grève de faim au plateau, à la cathédrale. D'accord. Alors, parlons de cette première rencontre que vous avez mentionnée. Je comprends que c'était chez lui avec M. Paul Nonzi. C'est exact? Oui, ça, c'était après la deuxième grève de faim. Alors, la toute première fois que vous êtes allé le voir après la grève de faim, c'était où? Avant la grève de faim, avant la première grève de faim, on l'a trouvé à son bureau au plateau. Quelle était sa fonction à l'époque, M. Bertin Cadet? Je ne parle pas de Bertin Cadet. Je parle de... Pardon, Alphonse Douati, désolé. Je ne sais plus, je ne me souviens pas. Vous êtes allé le voir pour quelle raison?
Ben, JC a mentionné son nom parmi ceux qui nous ont demandé d'aller à l'ouest pour défendre nos populations, les familles. Donc on s'est dit que peut-être si on arrive là-bas, on pourra au moins trouver quelque chose pour nous. Voilà. C'est dans cette option-là qu'on est arrivé là-bas. Est-ce que vous avez reçu quoi que ce soit lors de cette première rencontre? Ouais, on nous a remis un peu d'argent. Combien? 500 000. Et ça, c'était en partagé entre combien de personnes? Ouais, plus de 300 personnes. Et juste pour préciser, les 300 personnes, c'était des membres du FLGO? Oui. Là, vous l'avez rencontré une deuxième reprise. Vous nous avez mentionné. Oui. Avec Paul Nonzi. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé cette deuxième fois? Bon, on était allé un peu pour lui expliquer ce qui s'est passé à la cathédrale à notre deuxième grève de faim. Voilà ce qu'on est allé lui expliquer. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh. Il a compati seulement à notre malheur, c'est tout. Il n'a rien dit d'autre. Alors, vous avez parlé également de M. Bertin Cadet. Est-ce que vous l'avez rencontré à d'autres occasions? Oui. Quand est-ce que vous l'avez rencontré? Bon, nous l'avons rencontré la première fois à la cathédrale d'abord. Et la seconde fois, on était allé le voir aussi pour lui demander conseil. Vous rappelez en quelle année vous êtes allé le voir? D'abord c'était en 2006. D'accord. Et durant cette rencontre, est-ce que vous avez reçu de l'argent? Oui, la période transport nous a donné 10 000. Vous l'avez rencontré où? Et à son bureau à la primature. Alors, la somme d'argent qu'il vous a donnée, c'était pourquoi au juste? C'était pour notre transport. C'était 10 000 francs, on était 4. Pour notre transport pour retourner. Est-ce que vous a donné des conseils cette fois-là? Oui, il nous a donné des conseils. Lors de cette rencontre, est-ce que vous êtes allé seul ou est-ce que vous étiez avec d'autres personnes? Oui, nous étions 4. Qui étaient ces personnes qui étaient avec vous? Bon, il y avait Opélie Serge. Il y avait Djela Moïsia. Il y avait Adjaro. Plus moi. Qui étaient ces personnes? C'était des éléments FLGO. Alors, vous avez mentionné que M. Cadet vous a donné des conseils. Quels étaient ces conseils? D'abord, on était allé le voir
pour lui demander. Bon, j'ai mon ami, un élément aussi qui s'appelle Marie-Claire. Moi, je venais de Yopougon, j'étais allé au quartier Maroc, là, chez les frères de mon ami Aubin. Donc, quand je suis arrivé aux environs de 9h comme ça, Marie-Claire m'a dit, ah, accompagne Opélie et puis les autres, ils s'en vont voir M. Cadet Bertin. Donc, va avec eux. Là, vous pourrez avoir le temps de lui demander, de parler avec lui là-bas. Je dis, mais au moins, dis-moi ce qui se passe, dis-moi au moins quelque chose pour que je sache. Parce que je ne peux pas aller comme ça et puis je ne suis au courant de rien. Il dit, non, j'ai déjà fait la commission, j'ai déjà dit à Opélie. Parce que c'est Opélie seul, je crois bien qu'il savait ce pourquoi on partait. Donc, quand on est arrivé, Marie-Claire avait demandé à Opélie de demander à M. Cadet Bertin, est-ce que c'était possible que nous fassions un sit-in devant le PNDDR? Parce qu'on parle du désarmement, mais on ne parle pas trop, on ne dit rien nous concernant. Donc, est-ce qu'on peut... C'est ce que Marie-Claire a dit. Mais au Péli, je ne sais pas, quand on est arrivé, quand M. Cadet Bertin nous a demandé la nouvelle, Opélie a dit que nous sommes des éléments du FLGO, que nous voudrions des armes pour aller combattre à Vavois, parce que Vavois était dans la main des gens. Moi, ça m'a un peu troublé un peu. Donc le vieux nous a dit, franchement les enfants, ce que je vais vous dire, ça va vous mettre mal à l'aise. Maintenant, vous pouvez nous parler. Il a dit, l'heure n'est pas à la guerre. Il y a un processus qui est en cours. Calmez-vous. Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, là, laissons-les avoir honte. Laissons-les avoir honte. Ne nous jetons pas dans des trucs qui ne sont pas bien. Donc, laissez-les. Il y a un processus. Je crois bien que peut-être qu'il parle du processus de désarmement. Il a dit, il y a ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Laissons-les. À tous les coups, ils auront honte. Ne nous mettons pas dans ce genre de choses-là. Maintenant, moi, je lui ai dit, ah, c'était un conseil que j'étais venu vous demander. Il dit, c'est le conseil que je vous donne. Laissez-les. À tous les coups, ils auront honte. On dit qu'on a compris. Même dehors, j'ai demandé à Opélie. Lui, moi-même, on a failli se mélanger un peu. Donc, c'est quand je suis arrivé maintenant au Laurier que j'ai demandé à Marie-Claire. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dit à Opélie? Là, maintenant qu'il m'a expliqué, non, j'ai demandé à Opélie de dire, est-ce qu'il était possible qu'on fasse un sit-in au PNDD? Même quand j'ai expliqué ce que Opélie a dit là-bas, Marie-Claire même était étonnée. Voilà. Sinon, c'est le conseil là que M. Cadet Bertin nous a donné. Il nous a dit, voilà, de laisser ceux qui sont venus avoir affaire à la Côte d'Ivoire, qu'on les laisse comme ça, avec leur honte. Voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Vous avez mentionné que vous êtes allé à la primature pour le rencontrer. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de précision? Est-ce que c'est la même chose que le palais présidentiel ou c'est une autre chose? Non, il y a le palais présidentiel, puis il y a la primature à côté. Alors, l'un est à côté de l'autre. Ouais. Et en ce qui concerne M. Bertin Cadet, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quelle était sa fonction? Non, je ne connaissais pas sa fonction. Ou son titre, quoi que ce soit, ce qu'il faisait à la primature? Je crois qu'il était conseiller, mais quelque chose comme ça. Mais... Quand vous dites conseiller, de qui au juste? Conseiller, franchement, je ne sais pas de qui, mais il était conseiller à la présidence.
D'accord, merci. Durant cette époque, est-ce que vous aviez, en 2006, est-ce que vous aviez des contacts avec Denis Mao-Gloffier? En 2006, ben, on n'avait pas de contact. Jusqu'au mois de... Jusqu'en fin juin, comme ça. Alors, quand vous dites fin juin, est-ce qu'on parle de l'année 2006? Oui, 2006. Alors, dans quelles circonstances est-ce que vous avez eu contact avec lui en 2006, fin juin? Ben, on parlait du désarmement. La télévision, la radio, tout le monde parlait du désarmement. Donc nous, on était venus à Abidjan. Ah, donc, Mao ne nous informait pas de comment ça allait se dérouler, parce que nous tous qui sommes venus à Abidjan, on est parti d'Abidjan à Guiglo, donc on est retourné. Donc on n'avait pas d'informations. Ouais. Puis Mao aussi, il ne nous disait rien. Donc on a appelé nos amis là-bas pour qu'ils nous disent, pour qu'ils nous mettent au courant des déplacements de Mao. Si le jour il venait à Abidjan, pour qu'on puisse le croiser. Voilà, c'est comme ça un jour, on a nos amis qui nous ont appelés pour nous dire que Mao est à Abidjan. Donc Mao, quand il vient à Abidjan, il est dans un hôtel qu'on appelle Hôtel Kotibé à Yopougon, à la CDC. Donc c'est comme ça qu'on s'est déplacé dans un minibus de Dina. Puis on est arrivé là-bas pour chercher à bavarder avec lui. Vous étiez avec qui? C'était les éléments FLGO. On était tous des éléments FLGO. Et rendu sur place, qu'est-ce qui est arrivé? Mais sur place, si on restait en groupe, peut-être que ça allait au moins envoyer d'autres personnes à atteindre quelque chose. Donc j'ai demandé à mes amis de se disperser pour chercher à savoir dans les maquis ou bien quoi, pour voir si on peut connaître quelqu'un de Guiglo, quelque chose comme ça. On peut avoir un signe de la présence de Mao, quoi. Donc c'est comme ça. J'ai mon ami qui m'a dit qu'il a remarqué des gars de Guiglo qui sont au maquis, tout ça. Donc on était là, je lui ai dit non, de retourner là-bas pour savoir si Mao allait être dans le maquis aussi. Donc quand il est parti, les minutes qui ont suivi, et puis Mao est venu en voiture. Il est venu la garer, comme on appelle, devant l'hôtel. Nous, on s'est approché de lui. On s'est approché, on était nombreux, au moins 10-15 personnes, donc ça l'a un peu effrayé. Donc, nous l'a salué, dit, ah mais les gars, comment ça va? Ah bon, c'est bon, donnez-moi votre, parce que c'est le désarmement, donnez-moi votre liste. On lui a dit qu'on n'est pas venu avec des listes, on n'est pas venu avec une liste. Et bon, au lieu qu'on reste dehors là, entrons pour pouvoir bavarder. Donc c'est quand on rentrait, j'ai mis 2 éléments, parce qu'il avait 2 gars du corps, donc j'ai mis 2 éléments devant lui et puis derrière lui. Et puis ces gars du corps étaient là. Donc quand on est entré dans l'hôtel, il y avait un couloir là. C'est dans le couloir là, il faisait déjà nuit, donc c'est dans le couloir là, que Mao a disparu. Il a disparu, il a attrapé la main d'un de ses gars du corps et puis il a disparu. Donc, quand on est sorti à la lumière, c'est le gars du corps seul qui était là. Donc avec lui, on est monté. En ce moment, Nonzi l'attendait déjà, donc on a trouvé la Nonzi en haut là-bas. Là-bas, on est resté jusqu'au matin. Est-ce que vous l'avez retrouvé, M. Gloffier? Oui. On l'a retrouvé le lendemain. Comment ça s'est produit? Comment vous l'avez rencontré? Je crois que, comme Nonzi était là,
Je crois qu'il a reçu un coup de fil pour dire que non, que Mao est à la primature. D'accord. Donc le lendemain, là, on est parti. Il y avait des véhicules là. On a pris les véhicules et puis on est arrivé à la primature. Et qui avez-vous vu à la primature? À la primature, j'ai vu Eugène Dieu. Eugène Dieu. Mais lui, il était venu pour son affaire. Hein, parce que quand on est entré sur lui, je vu. On n'est pas venus ensemble. Voilà. Peut-être qu'il était venu pour autre chose, mais lui, je l'ai vu là-bas. Dans la primature même? Est-ce que M. Eugène Dieu se trouvait... Dans la cour de la primature. Là. Et Mao Gloffier, vous l'avez revu? Moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous avez reçu une quelconque somme d'argent cette journée-là? Oui, mes amis ont dit qu'on avait remis un peu d'argent. Qui leur a remis une certaine somme d'argent? Je ne suis pas rentré. Donc, je ne sais pas qui leur a remis cette somme d'argent. Mais on leur a remis un peu d'argent. Je comprends que vous n'êtes pas rentré, mais est-ce qu'on vous a rapporté qui leur a remis cette somme d'argent? C'est ce que je suis en train de dire. Ils m'ont dit qu'on leur a remis de l'argent. Je n'ai pas demandé qui a remis. Ouais. Je n'ai pas demandé. Je veux simplement que ça soit clair qui a obtenu l'argent au juste. Je crois que c'était... Moi, c'est Pakas et c'est mon ami Dakuri Agodio. C'est lui qui m'a dit qu'on lui a remis de l'argent. C'était quoi la somme d'argent? Je ne me souviens plus. Your Honors, I see the time. Monsieur le Président, je vois que l'heure tourne. Le juge président, moi de même. Nous allons par conséquent faire une pause déjeuner. Je sais ce que vous voulez dire, je vous ai vu. Maître Altitch, je vous ai vu. Je sais ce que vous allez demander. Alors, Monsieur Garcia a pris connaissance de la décision du 4 mai, mais nous n'en sommes pas encore arrivés aux charges et vous avez utilisé 2/3 du temps imparti. Donc il me semble qu'il est grand temps d'en arriver au vif du sujet, c'est-à-dire les charges. Et je souhaite vous demander de combien de temps vous pensez avoir besoin. Monsieur Garcia, j'en arrive à la fin de mon interrogatoire principal. 5 ou 10 minutes pour tirer les choses au clair après la pause et puis ensuite j'aborderai directement la crise post-électorale. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Le juge président, 2 heures et des poussières. Maître Garcia, 2 heures et des poussières. Le juge président, oui. Monsieur Garcia, donc je devrais avoir fini d'ici 3 heures, sans aucun problème. Le juge président, 2h15 me semble-t-il. Monsieur Garcia, très bien. Le juge président, dans ce cas-là, très bien. L'une des deux équipes de la défense débutera son contre-interrogatoire après la pause. Merci beaucoup. L'audience est levée.